Bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cet avant-dernier jour de l'année 2024. Le choix de cette date n'a pas été véritablement facile, mais il a pour mérite de remettre le Degas 2024 l'année 2024, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand notre lauréat est très loin. Une fois, il était à Lagos, au Nigeria. Il avait traduit l'œuvre de Mo Yan, prix Nobel de littérature chinois, et on a attendu 3 mois avant qu'il vienne voir ses parents à Mende. Mais effectivement, quand on distingue quelqu'un qui est loin, eh bien, on ne lui demande pas d'arriver au quart de tour chez nous, parce que le Degas est sympathique, mais il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de chèque avec, c'est simplement symbolique, c'est la reconnaissance d'un petit territoire à quelqu'un des siens. Et donc nous nous adaptons au lauréat et à son emploi du temps. De fait, quand nous avons décidé on est donc en octobre, comme d'habitude, on a fait une petite sélection de 5 ou 6 noms, les 15 administrateurs de la Société des Lettres, parmi lesquels il y avait Roman. Et puis en novembre, mais on savait déjà quand même qu'on allait vers ce nom-là, nous avons décidé de le lui attribuer. Et donc, comme c'est théoriquement, mais rien n'est écrit, en décembre qu'on le lui remet, eh bien, nous sommes à l'heure. Alors, nous sommes à l'heure 2 fois parce que il nous a dit, je peux être là le 30 ou le 31. Bon, mais à le remettre à un ingénieur biochimiste, ce serait quand même pas mal que ce soit le professeur Yaniv qui le lui remette, compte tenu qu'il est lui-même lauréat du Degas, mais le 5 ans, pour les 200 ans de la Société des Lettres. Mais en fait, le CV du professeur Yaniv est tellement important au niveau international, je dis régulièrement, mais c'est vrai que dans son portable, il a 4 prix Nobel, quand même, qu'on a dit, mais si le professeur Yaniv est d'accord pour le lui remettre, et s'il est d'accord le 30, banco, c'est le 30 et on n'en parle plus. Et pour les mêmes raisons familiales de la trêve de Noël, tous les deux, qui sont là au premier rang dans l'instant, tous les deux étaient donc disponibles le 30, et voilà comment nous sommes ensemble aujourd'hui. Et je vous remercie tous parce que je sais que la date n'est pas forcément la plus indiquée, mais il n'empêche qu'elle nous permet de faire cette belle rencontre. Alors voilà comment les choses vont se dérouler. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Roman Chabanon qui va, au cours d'une intervention d'environ 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être se présenter et présenter surtout son travail. Et puis ensuite, peut-être Régine Bourgade ou Laurencio nous rejoindront. Ils ont tous des emplois du temps un peu chargés. Nous passerons à la partie un peu officielle de cette cérémonie en lui remettant la statuette qui est là-bas. Je vous rappelle que l'original est au musée, l'autre est à Orsay. Et donc là, celui-là n'est pas en bronze, il n'est qu'en résine, mais il est au même gabarit. Et puis à ce moment-là, le professeur Yaniv, cher Moshe, lui remettra la statuette au nom de la Société des Lettres, puisque lui-même l'a eu il y a 5 ans. Et puis ensuite, nous boirons le pot de l'amitié ensemble dans cette même salle. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole au lauréat. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous m'entendez au fond aussi? Parfait. Je vais essayer de parler distinctement pour que tout le monde m'entende. Eh bien, merci à tous déjà d'être là aujourd'hui. Merci à la Société des Lettres, des Sciences et Arts de m'avoir choisi. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir ce prix. Et je suis ravi de pouvoir présenter mon travail aujourd'hui en présence de ma famille, de mes amis aussi, et de vous tous. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous parler de mes recherches, bien sûr, mais plus largement du cancer. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Comprendre et traiter le cancer, de la biologie cellulaire aux innovations thérapeutiques en cancérologie ». Et l'idée, c'était de pouvoir vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qu'est la recherche en cancérologie aujourd'hui, des défis auxquels on fait face en tant que chercheur dans la lutte contre le cancer, et pour pouvoir mieux vous introduire mes recherches. Donc je vais commencer rapidement par introduire mon parcours. Donc j'ai obtenu mon bac scientifique au lycée Chaptal en 2010 et ensuite j'ai poursuivi
des études d'ingénieur à l'INSA à Toulouse, donc l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse, avec une spécialité en génie biochimique. Et c'est au cours de ces études d'ingénieur que j'ai découvert la recherche en cancérologie, puisque j'ai effectué 2 stages, un stage de Master 1 et un stage de Master 2 en recherche, dans des instituts de recherche en France et à l'étranger. Et c'est ce qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier, on va dire, dans la recherche en cancérologie. Naturellement, j'ai poursuivi avec un doctorat en sciences de la vie et de la santé, spécialité cancérologie, mené donc à l'Institut Gustave Roussy, avec l'Université Paris-Saclay. Et donc, pendant ma thèse, j'ai travaillé en particulier sur les mécanismes de réparation de l'ADN et l'immunité anticancéreuse. Ensuite, je suis parti à l'étranger pendant presque 5 ans. On est parti donc à Londres pour faire un post-doctorat dans l'équipe du professeur Chris Lord à l'Institute of Cancer Research. Là, je me suis plutôt intéressé aux mécanismes de remodelage de la chromatine et toujours ce lien avec l'immunité qui est un peu le fil rouge de mon parcours. Et depuis 2022, je suis donc rentré en France et j'occupe un poste de chercheur en cancérologie à l'Institut Gustave Roussy. Donc je suis rentré dans le laboratoire dans lequel j'avais fait ma thèse. Et aujourd'hui, je m'intéresse à une protéine, je vous en parlerai à la fin de ma présentation, qui est impliquée dans l'épitranscriptomique et j'essaierai de vous expliquer ce que ça veut dire. Voilà. Par ailleurs, j'ai donc obtenu un certain nombre de bourses et de prix tout au long de mon parcours, qui, je voulais le souligner parce que voilà, en recherche, on dépend aussi beaucoup de ce genre de financement, du mécénat, et je voulais remercier toutes les personnes et toutes les institutions qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'avoir ce parcours aujourd'hui et de poursuivre mes recherches aujourd'hui. Et en essayant de vous donner a été découverte il y a très longtemps, à l'Antiquité en fait, et c'est le médecin Hippocrate qui le premier a décrit le cancer et a utilisé le mot de carcinoma, donc carcinome en français, mais c'était du grec ancien, pour définir le cancer, parce qu'il comparait en fait l'aspect des tumeurs qu'il observait chez les patients à un crabe, d'où le nom de carcinome. Alors, au plan biologique, le cancer, il désigne la multiplication anarchique des cellules de notre corps et leur prolifération dans notre organisme, d'abord localement au niveau d'un organe, et ensuite à distance de l'organe dans lequel elles sont apparues. Et c'est ce qu'on appelle donc les métastases. Elles vont avoir un pouvoir de dissémination dans l'organisme, elles vont être capables de former des tumeurs secondaires à d'autres endroits. Au plan médical, le cancer désigne un ensemble de maladies qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et c'est pourquoi je voudrais insister sur le fait qu'on parle plutôt des cancers plutôt que du cancer, parce que c'est un ensemble très hétérogène de maladies. Donc, chez l'humain, on distingue 4 grands types de maladies cancéreuses. Le premier grand type, ce sont les carcinomes. Ils représentent à peu près 86% de la totalité des cancers. Et ce sont les cancers que vous connaissez malheureusement le plus, je pense. Ces cancers, ils désignent des maladies qui vont se développer au niveau des cellules épithéliales. Donc, ce sont les cellules qui se situent au niveau des tissus qui recouvrent toutes les surfaces de notre corps, donc les surfaces externes, comme la peau, mais aussi les surfaces internes, comme les muqueuses des orifices, le tube digestif, etc.
Donc, dans cette famille, on distingue plusieurs sous-types de cancers. D'abord, les adénocarcinomes qui se développent à partir des cellules d'une glande. C'est le cas, par exemple, du cancer du sein ou de la prostate. Ou d'une muqueuse, dans le cadre, par exemple, du cancer du poumon ou du côlon. On a aussi les cancers urothéliaux, donc qui sont des cancers un petit peu particuliers parce qu'ils se développent au niveau des cellules transitionnelles. On les appelle aussi carcinomes transitionnels. Et ces cellules, elles sont spécifiquement situées au niveau de la vessie et des bassines des reins. Et donc, ça forme une classe à part de cancers. On a aussi les mélanomes, qui sont des cancers qui vont se développer à partir des cellules pigmentaires de la peau, qu'on appelle les mélanocytes. Et puis, d'autres types plus rares de carcinomes de la peau qui se développent à partir d'autres cellules de la peau qui forment les différentes couches de la peau. Ça peut être les cellules squameuses ou les cellules basales. Au-delà des carcinomes, on retrouve 3 autres grands types de cancers. Par ordre décroissant de fréquence, on retrouve les cancers hématologiques, qui sont donc les cancers qui vont toucher les cellules du sang et du système immunitaire. On parle souvent de tumeurs liquides par opposition aux tumeurs solides qui constituent les tumeurs d'organes. Et donc parmi ces cancers, on peut citer par exemple les leucémies qui vont toucher les cellules souches du sang et les myélomes et les lymphomes qui, eux, vont toucher plutôt les cellules du système immunitaire. Ensuite, encore plus rare, on a les cancers du système nerveux qui vont se développer à partir des différents types de cellules du cerveau et de la moelle épinière. Donc, par exemple le glioblastome et les gliomes. Et puis, en dernier, il faut aussi parler des sarcomes, parce que ce sont des cancers très rares. Ça représente seulement 1% de la totalité des cancers. Mais en fait, c'est une classe de cancers dans laquelle on a environ 150 sous-types différents de cancers qui sont vraiment peu connus du fait de leur rareté et pour lesquels la recherche est très importante puisque les industries pharmaceutiques malheureusement ne s'y intéressent guère du fait de leur rareté. Les sarcomes, ils touchent ce qu'on appelle le tissu conjonctif de l'organisme. Ça va être tous les tissus qui occupent les intervalles entre les organes, ce qu'on appelle le tissu mésenchymateux. Et donc, ils peuvent toucher à la fois les tissus mous, comme le derme, les tissus adipeux, les tissus musculaires, les tissus vasculaires également, et également les tissus durs, comme les os. Et dans ce cas-là, on parle d'ostéosarcome. Si on rajoute à cela tous les différents types de carcinomes, on arrive à environ 200 maladies ou plus de 200 maladies différentes. C'est pour ça que je préfère qu'on parle du terme de cancer au pluriel plutôt que cancer au singulier. Alors vous allez me demander, finalement, qu'est-ce que ces maladies ont en commun? Eh bien, les cancers sont des maladies génétiques au sens propre du terme, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui proviennent d'un dysfonctionnement de nos gènes. Pour vous expliquer ce que ça veut dire, je vais devoir faire quelques rappels de biologie cellulaire et moléculaire. Donc, vous savez tous que notre organisme est constitué de cellules. C'est l'unité principale du vivant. Et donc, chaque cellule comporte un noyau, et au sein du noyau, on retrouve l'acide désoxyribonucléique, ou ADN, qui est le support de notre patrimoine génétique. C'est un peu la carte d'identité de chacune de nos cellules, et elles vont utiliser l'ADN comme un mode d'emploi pour vraiment fonctionner et se renouveler. Donc au sein du noyau, l'ADN il n'est pas désordonné, il est même très organisé. Il est organisé sous forme de chromosomes qu'on peut visualiser au microscope. Et si on regarde encore plus petit, il va être organisé sous forme de gènes. Donc c'est ce que vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ouais. Vous pouvez observer ici donc une cellule, le noyau,
un chromosome, et si on regarde encore plus petit, on va avoir des segments d'ADN, et ces segments d'ADN, on les appelle des gènes. Ces gènes, ils sont essentiels parce qu'ils permettent aux cellules de remplir toutes les fonctions qui leur permettent de survivre. Et pourquoi? Parce que chaque gène va pouvoir être transcrit en une molécule qui est très importante pour la fonction cellulaire, ça va être les protéines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque gène va coder pour une protéine particulière. C'est un petit peu comme si l'ADN était un dictionnaire et que dans ce dictionnaire, chaque gène correspond à un mot et à chaque mot correspond sa définition, ce que ça veut dire, et donc la protéine dont le gène est issu. Donc il faut... je regarde où j'en suis. Voilà, donc on a des protéines qui vont être spécialisées dans différents types de fonctions cellulaires. On a des protéines qui sont impliquées par exemple dans la structure des cellules, ce qu'on appelle le cytosquelette. On a des protéines qui vont être impliquées dans la division cellulaire. On a aussi des protéines qui vont être impliquées dans la mort cellulaire, par exemple, qu'on appelle aussi apoptose. Donc ces protéines, elles sont essentielles. Et elles sont essentielles parce qu'elles permettent le fonctionnement des cellules et leur renouvellement, ce qui est vraiment le principe finalement de la vie. Le problème, c'est que notre ADN, il est sans cesse sujet à des mutations. Et il faut imaginer que chaque heure, chacune de nos cellules doit faire face à environ 2500 altérations génétiques. C'est énorme. Ces altérations génétiques, elles proviennent de deux sources principales. La première source, c'est des mécanismes endogènes. Ça veut dire que ça va provenir du fonctionnement imparfait de nos cellules. Par exemple, des erreurs de réplication de l'ADN, des défauts de réparation de l'ADN. Et la deuxième grande source, c'est une source exogène. On peut citer pour cela donc, toutes les mutations qui vont provenir d'agents carcinogènes, comme l'exposition à la cigarette, par exemple, les UV provenant de l'exposition au soleil, etc. Donc bien évidemment, nos cellules elles se sont adaptées à l'apparition de ces mutations et il y a de nombreux mécanismes qui existent pour protéger l'ADN de nos cellules. On a des mécanismes de réparation de l'ADN. Donc quand une mutation a lieu, on va avoir tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place pour réparer l'ADN et pour qu'il soit à nouveau fonctionnel. On a ce qu'on appelle l'apoptose, donc c'est la mort cellulaire programmée, qui constitue une barrière vraiment et permet aux cellules qui ne sont plus capables de fonctionner correctement de se suicider et donc de ne pas impacter l'organisme. Et enfin, le système immunitaire qui est aussi très important pour éliminer toutes les cellules qui vont être dysfonctionnelles. Le problème, c'est lorsque un de ces mécanismes va être défectueux, on peut avoir une accumulation de mutations dans une cellule ou plusieurs cellules dans notre organisme, et c'est là que les choses vont se détériorer. Cette accumulation de mutations, elle va conduire à une prolifération incontrôlée des cellules, une transformation cellulaire, donc les cellules normales vont se transformer en cellules cancéreuses, et c'est à partir de là qu'on voit se développer souvent une tumeur, et ensuite les cellules cancéreuses peuvent acquérir des caractéristiques de dissémination, d'invasion, et c'est là qu'on va voir apparaître des métastases, donc des tumeurs secondaires, lorsque les cellules vont se disséminer par le système vasculaire et lymphatique pour former des tumeurs secondaires. Donc ces dernières années, il y a eu énormément de travaux qui se sont intéressés à essayer de caractériser les propriétés particulières des cellules cancéreuses
Et ces propriétés, elles ont été résumées en 14 caractéristiques principales qu'on appelle les hallmarks of cancer en anglais. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des 14 caractéristiques, mais je voulais simplement vous highlighter les caractéristiques principales. Donc, on en a parlé, la prolifération incontrôlée, c'est évident. Ensuite, on a aussi l'échappement aux mécanismes de suppression de la croissance. Donc, c'est des mécanismes qui, en temps normal, dans les cellules normales, vont empêcher les cellules de se développer de manière anarchique. Là, on a une perte de ces mécanismes qui peut conduire à un développement du cancer. On a aussi l'accumulation de mutations. C'est vrai, les cellules cancéreuses, elles sont capables d'accumuler un grand nombre de mutations et de survivre face à cette instabilité génomique. On parle aussi souvent de la dissimulation au système immunitaire. C'est vrai que les cellules cancéreuses, elles développent des mécanismes pour échapper à la surveillance du système immunitaire, et c'est ce qui leur permet de se développer à l'insu de nos cellules de défense. Et enfin, j'en ai parlé, les capacités d'invasion qui vont être à la source, à l'origine du développement des métastases. Donc, au cours de mon parcours, moi, j'ai étudié principalement deux caractéristiques du cancer, la capacité à accumuler des mutations du fait des mécanismes de réparation de l'ADN qui sont déficients, et le lien avec la dissimulation au système immunitaire, et j'essaierai de vous présenter quelques résultats importants sur cette interaction entre ces deux hallmarks du cancer. Donc, en tant que chercheur en cancérologie, la question essentielle qu'on se pose, c'est comment cibler le plus efficacement possible la cellule cancéreuse. Et la réponse, j'ai essayé de l'illustrer sur cette diapo, elle n'est pas du tout triviale, elle est même infiniment complexe. Et vous allez voir que, en tant que chercheur, il nous faut faire face à un certain nombre de défis pour cibler efficacement la cellule cancéreuse. Donc, dans la première partie de ma présentation, je vais vous parler de 4 défis principaux de la cancérologie au XXIe siècle. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je vous présenterai un petit peu plus mes résultats. Donc, les 4 défis que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui sont, premièrement, donc, comprendre et traiter la cause de la maladie. Deuxièmement, identifier ce qu'on appelle des biomarqueurs, et je vous expliquerai ce qu'est un biomarqueur, pour mieux sélectionner les patients et essayer de donner à chacun des patients une thérapie qui soit la plus adaptée possible à leur cancer. Troisièmement, booster le système immunitaire. Et enfin, quatrièmement, vaincre les mécanismes de résistance et de rechute. Donc, je vais prendre chacun des défis et détailler un petit peu plus mon fil de pensée. Donc, le premier défi, pour comprendre la cause du cancer, il faut s'intéresser à ce qui dysfonctionne dans les cellules cancéreuses, c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, leurs gènes. Donc, je vous ai dit précédemment qu'à chaque cellule correspond une fonction, à chaque gène correspond une fonction cellulaire particulière. Il faut savoir que dans toutes nos cellules, donc dans les cellules normales, il y a des gènes qui vont plutôt favoriser la prolifération cellulaire. Si on compare à une voiture, ça va être plutôt le moteur de la voiture qui va faire accélérer le véhicule. On appelle ces gènes des proto-oncogènes. Et d'autre part, on a aussi des gènes qui sont capables de ralentir la prolifération cellulaire. Ces gènes-là, on va les appeler des gènes suppresseurs de tumeurs. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a un équilibre qui se forme entre ces deux types de gènes et que le développement normal de nos cellules dépend de cet équilibre. Le problème, c'est que ces gènes, comme le reste de notre génome, sont soumis à des mutations qui peuvent affecter leur fonction et donc modifier cet équilibre.
Donc, on a effectivement, dans le cadre du cancer, des mutations des proto-oncogènes. Lorsqu'un proto-oncogène est muté, on va parler d'un oncogène. Et souvent, cette mutation d'un oncogène, elle va conduire à une augmentation de son expression. Et donc, pour pouvoir cibler des cancers qui sont porteurs de mutations d'oncogènes, on va développer souvent une thérapie qui va cibler spécifiquement le produit de l'oncogène, qui est souvent une protéine qui va être souvent un récepteur à la surface de la cellule, par exemple des récepteurs à des facteurs de croissance. Et ça va permettre en fait d'empêcher la réponse de la cellule à ces facteurs de croissance. On a aussi des mutations de gènes suppresseurs de tumeurs. Souvent, ces mutations, elles vont conduire à une diminution de l'expression du gène suppresseur de tumeur. Et dans ce cas, c'est un petit peu plus difficile à cibler, puisqu'on va devoir cibler l'absence de quelque chose, finalement, par opposition à l'oncogène. Donc pour cibler ce type de tumeur, il y a différentes approches qui ont été développées et je voudrais parler spécifiquement d'une approche en particulier que j'ai beaucoup étudiée, qui est l'approche de létalité synthétique. Donc la létalité synthétique, c'est un concept de biologie qui a été découvert il y a assez longtemps, au début du XXe siècle. Et c'est un concept qui définit une interaction entre deux gènes ou deux protéines ou deux fonctions cellulaires. Cette interaction, elle définit les modalités suivantes. Lorsque l'une ou l'autre des protéines ou des gènes sont altérées, la cellule est capable de survivre. Mais lorsque les deux gènes ou les deux protéines sont mutés, on va avoir une perte de viabilité et une incapacité de la cellule à survivre. Et ça, c'est très intéressant dans le cadre du cancer parce que lorsqu'on a une mutation d'un gène suppresseur de tumeur, souvent, la cellule va dépendre d'un autre mécanisme pour compenser cette perte. Et donc, il nous suffit, entre guillemets, d'identifier ce deuxième mécanisme sur lequel la cellule va dépendre et de cibler ce mécanisme pour spécifiquement induire la mort cellulaire dans la cellule cancéreuse. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de développer des thérapies ciblées qui vont, en quelque sorte, épargner les cellules normales de notre organisme, puisque ces cellules-là ne sont, elles, pas porteuses de la mutation qui est à l'origine du cancer. Et je vous reparlerai de ce concept plus tard, puisque j'ai développé et j'ai travaillé sur plusieurs approches de létalité synthétique dans le cancer. Donc pour résumer, ce sont les mutations de nos gènes qui conduisent à une prolifération anormale des cellules cancéreuses et la formation de tumeurs. Et donc pour cibler efficacement la cellule cancéreuse, il nous faut comprendre vraiment les bases moléculaires du cancer. Et ça, c'est essentiel parce que ça va nous permettre de donner à chaque patient un traitement qui soit le plus adapté à sa maladie. Le deuxième défi auquel on doit faire face, c'est d'identifier au mieux les patients pour pouvoir leur donner une thérapie qui soit adaptée à leur maladie. Donc, en oncologie qu'on appelle conventionnelle, qui est la cancérologie avant l'an 2000, en quelque sorte, on ne sélectionnait pas vraiment les patients. Il y avait une sélection qui était faite, mais qui était vraiment faite sur le plan histologique, c'est-à-dire sur l'aspect des tumeurs, déjà sur le type d'organe duquel elles provenaient, et lorsqu'on les observe au microscope, à quoi ces tumeurs ressemblent. Donc il y a une classification qui existait, mais elle n'était pas très développée. Et donc on donnait aux patients des thérapies qu'on appelle conventionnelles, donc les chimiothérapies, les radiothérapies,
Et on avait un certain nombre de patients qui répondaient et d'autres patients qui étaient non répondeurs. Et il y a vraiment eu un changement de paradigme dans le traitement du cancer ces 20 dernières années, je dirais, avec le développement de ce qu'on appelle l'oncologie de précision. Vous l'entendrez aussi sous le terme de médecine personnalisée, puisque l'objectif est vraiment de développer des thérapies qui soient personnalisées à chaque patient. Et la base de l'oncologie de précision, ça ne va plus être une classification histologique, on s'en sert aussi, mais on va développer plutôt une classification moléculaire des cancers, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les mutations qui caractérisent chaque tumeur. Donc, dans une population de patients porteurs de diverses mutations, on va être capable d'identifier ici la mutation marron, ici la mutation rose et ici la mutation bleue. Et l'idée, c'est que pour chacune de ces mutations, on va être capable de développer une thérapie qu'on appelle ciblée et qui va nous permettre de donner donc à chacun des patients la thérapie qui lui est la plus adaptée. Effectivement, on a aussi, et encore, il faut le souligner, des mutations pour lesquelles on ne sait pas traiter les patients, soit parce qu'on n'arrive pas à identifier la mutation qu'on appelle driver, parce qu'elle drive le développement du cancer, soit parce qu'on n'arrive pas à développer une molécule qui soit capable de cibler ce gène ou cette protéine qui est mutée. Et donc ça a conduit à une amélioration du taux de réponse au traitement et de diminuer du coup l'échec thérapeutique. Le concept essentiel sur lequel est basée l'oncologie de précision, c'est vraiment le concept de biomarqueur, puisque les mutations qu'on va pouvoir identifier dans chacune des tumeurs vont constituer des biomarqueurs qui vont nous permettre de dire « Ah ben, tel patient, il a telle mutation, et donc c'est telle thérapie qui va être adaptée à son cancer. » Donc le biomarqueur, ça peut être, comme je l'ai dit, une mutation, ça peut être la surexpression d'une protéine, par exemple, ou ce qu'on appelle une signature transcriptionnelle qui va plus être un ensemble de mutations qu'on peut détecter d'une certaine manière avec les techniques de séquençage à haut débit. Voilà. Donc comment on fait concrètement pour identifier les mutations chez les patients? Eh bien, on fait ce qu'on appelle des biopsies, donc ça va être des petits prélèvements au niveau de la tumeur. On peut aussi le faire lorsqu'on a une pièce opératoire. À l'issue d'une chirurgie, on récupère la tumeur du patient et on va pouvoir faire des analyses qu'on appelle moléculaires sur cette tumeur. Donc il y a 3 grands types d'analyses qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est assez technique, mais je voulais quand même vous en parler. Premièrement, ce qu'on appelle le séquençage standard. Donc on va récupérer la tumeur, on va en quelque sorte la broyer, extraire l'ADN ou l'ARN, les acides nucléiques de l'ensemble des cellules de la tumeur, et on va effectuer un séquençage. Ce séquençage il nous permet de lire l'ADN, et par comparaison à un ADN de référence, on va être capable d'identifier les mutations spécifiques à la tumeur. Ça va nous permettre de faire différents types de profilage. On va faire du profilage mutationnel pour identifier les mutations de la tumeur. On peut aussi faire du profilage transcriptionnel. Donc là, on va s'intéresser plutôt à l'expression des gènes. On peut aussi regarder tout ce qui va être ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc c'est tout ce qui est autour de l'ADN qui n'est pas la séquence codante de l'ADN, mais toutes les protéines qui vont participer, modifier l'expression des gènes. Et également, on peut regarder le nombre de copies des gènes qui peut aussi influencer
l'expression génique. Ensuite, donc depuis une dizaine d'années, je dirais, on a développé ce qu'on appelle le séquençage en cellules uniques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est par rapport au séquençage standard où vous avez un ensemble de cellules, vous le broyez et vous obtenez un petit peu votre smoothie, et bien là, on va être capable de séparer chacune des cellules de la tumeur et de séquencer les cellules une par une. Donc ça nous donne énormément d'informations parce que donc, au lieu d'avoir le smoothie, on va avoir chacun des fruits indépendamment. Donc on va avoir les cellules tumorales, mais on va aussi avoir les cellules immunitaires qui font partie de la tumeur, qui sont infiltrantes. On va avoir toutes les cellules du stroma. Et donc on va pouvoir détecter les changements d'expression génique et les mutations dans chacun des types cellulaires. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut comprendre d'où viennent les mutations, comment ça peut interagir finalement avec le micro-environnement immunitaire, etc. Et le troisième type de séquençage qui est arrivé, je dirais, il y a moins de 5 ans, ça va être un séquençage à résolution spatiale. Donc là, cette fois-ci, on va faire des coupes de tumeurs et on va mesurer l'expression génique directement sur la tumeur et on va être capable de dire c'est à cet endroit de la tumeur qu'on a une mutation qui a conduit au développement du cancer. Donc tout ce panel de techniques de pointe, il nous permet de définir la carte d'identité de la tumeur. Et cette carte d'identité de la tumeur, on l'utilise pour établir une stratification des patients. Donc ça veut dire une classification. Et ça va permettre de sélectionner les patients pour qu'ils bénéficient d'un traitement qui soit le plus adapté possible. Le troisième défi auquel on fait face, c'est la capacité des cellules cancéreuses à se dissimuler vis-à-vis du système immunitaire et donc à échapper à sa surveillance. Donc, bien que les tumeurs soient infiltrées par les cellules du système immunitaire, il est difficile pour les cellules immunitaires de s'y attaquer parce qu'elles développent des mécanismes qui font qu'elles vont se cacher. Et vous avez tous entendu parler de l'immunothérapie, qui est une nouvelle approche dans le traitement du cancer qu'on a développée donc, dans les années 2010. Et cette immunothérapie, elle a pour but de mettre les cellules cancéreuses à découvert pour que le système immunitaire puisse s'y attaquer. Seulement dans un certain nombre de cancers, on a une exclusion des cellules immunitaires de la tumeur. Et cette absence d'infiltration des cellules immunitaires, ça va constituer un rempart à l'efficacité de l'immunothérapie. Et donc, un des objectifs de mes recherches a été d'identifier des combinaisons thérapeutiques qui permettent de stimuler le système immunitaire et de sensibiliser les patients à l'immunothérapie. Et donc, je reviendrai un petit peu plus sur ces aspects dans la deuxième partie de ma présentation. Donc le système immunitaire, c'est vraiment un allié. Il est capable en lui-même d'éliminer les cellules cancéreuses, et d'autant plus lorsqu'il est stimulé par une immunothérapie. Le quatrième défi auquel on fait face, c'est de vaincre les mécanismes de résistance et donc de lutter contre la récidive. Donc on distingue deux grands types de mécanismes de résistance au traitement. Le premier mécanisme, c'est la résistance qu'on appelle primaire. Donc ça veut dire que le patient, dès le début du traitement, ne va pas développer une réponse. Donc on va avoir un développement de la taille de la tumeur dès le début du traitement. Et le deuxième type de thérapie, le deuxième type de résistance, c'est la résistance acquise ou secondaire, où là, on va avoir une réponse au traitement
initialement, mais la tumeur va être capable de s'adapter au traitement et de développer des mécanismes d'échappement, ce qui va conduire souvent à une augmentation très forte de la croissance tumorale au moment de la rechute. Donc, pour essayer de modéliser et d'étudier les mécanismes de résistance au traitement, on utilise différents types de modèles. Le premier type de modèle, ça va être des lignées cellulaires qu'on va développer à partir de tumeurs de patients. Donc, on va collecter la tumeur, on va dissocier les cellules et on va être capable de les faire croître en 2 dimensions dans des flasques de laboratoire. Donc ça, c'est une approche in vitro, bien sûr, et en 2 dimensions. On a aussi une deuxième approche qu'on appelle une approche d'organoïde, qui est assez à la mode depuis une dizaine d'années. Cette fois-ci, on ne va pas cultiver les cellules en 2 dimensions, mais on va les cultiver en 3 dimensions, en apportant ce qu'on appelle une matrice extracellulaire. Donc c'est quelque chose qui va un petit peu reconstituer l'environnement de la tumeur dans le corps humain. Et ça va leur permettre de se développer, au lieu de se développer en 2 dimensions, de se développer en 3 dimensions. Et donc ça permet d'étudier mieux les interactions entre les cellules cancéreuses. Et bien évidemment, on développe aussi des modèles animaux qui vont être des modèles de xénogreffe. Donc là, on va prendre une tumeur de patient, la découper en petits morceaux et l'implanter chez une souris, soit en sous-cutané, soit ce qu'on appelle en orthotopique, donc au niveau de l'organe d'origine. Et on va pouvoir avoir un développement tumoral en 3 dimensions in vivo, cette fois-ci, avec aussi tout le micro-environnement qui va être immunitaire, les cellules de support, etc., qui vont permettre de mieux modéliser le développement du cancer. Donc vous voyez que ces 3 types de modèles, ils sont plus ou moins fidèles à la tumeur d'origine, pour modéliser la tumeur d'origine, avec donc le modèle de xénogreffe, qui est celui qui se rapproche peut-être le plus de ce qu'on peut observer chez les patients. Et donc on va utiliser ces différents types de modèles pour étudier les mécanismes de résistance au traitement, en exposant les cellules au traitement tout simplement, et aussi parfois en faisant ce qu'on appelle des perturbations génétiques. Donc on va par exemple inactiver un gène qu'on pense être impliqué dans les mécanismes de résistance, et on va pouvoir ainsi modéliser la croissance tumorale face à la résistance. Donc, comprendre les mécanismes de résistance du cancer permet de développer des approches qui sont rationnelles, c'est-à-dire basées vraiment sur la science, pour combattre la récidive. Voilà, donc j'en ai fini avec la partie plus générale, et maintenant je vais essayer de vous expliquer mes travaux en vous donnant donc des exemples de résultats et d'applications cliniques concrètes de mon travail. Donc je vous ai dit que je me suis intéressé en particulier au lien entre les mécanismes de réparation de l'ADN et l'immunité anticancéreuse. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé sur différents types de modèles, différents types de cancers dans lesquels on retrouve ce qu'on appelle des défauts des voies de réparation de l'ADN. Donc ce sont des mutations qui affectent différents gènes impliqués, différentes protéines impliquées dans la réparation de l'ADN. Et en particulier, j'ai étudié l'effet de ces mutations sur le système immunitaire et l'effet des traitements qu'on utilise contre ce type de cancer sur le système immunitaire, avec comme objectif toujours de stimuler le système immunitaire pour favoriser la réponse notamment aux immunothérapies.
Et donc plus récemment, depuis que je suis rentré en France, j'étudie aussi le mécanisme inverse, qui est de comprendre comment l'immunité, et notamment l'immunité des cellules cancéreuses elles-mêmes, peut impacter leur capacité à réparer leur génome. Et donc, l'objectif pour moi, ça va être de pousser la cellule cancéreuse à ne plus pouvoir réparer son ADN pour que l'instabilité génomique devienne insoutenable et que donc la cellule cancéreuse meure. Et donc pour vous illustrer ces études, j'ai décidé de vous parler du cancer du sein en particulier, avec les cancers du sein associés aux mutations de BRCA1 et BRCA2, dont je pense que vous avez déjà entendu parler. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter rapidement ce type de cancer. Donc les mutations de BRCA1 et 2, ce sont des mutations assez rares, mais qui affectent des types bien spécifiques de cancers, les cancers du sein, de l'ovaire, de la prostate et du pancréas en premier lieu. Et souvent, ces mutations, en tout cas dans le cancer du sein, elles sont associées à un mauvais pronostic et à des cancers qui sont très agressifs et qui ont lieu chez des patientes assez jeunes, entre 30 et 45 ans. Voilà, donc les mutations de BRCA1, ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, on a une thérapie ciblée qui a été développée pour ce type de mutation, qui est basée sur le concept de létalité synthétique que je vous ai présenté plus précédemment. C'est la première thérapie, donc je vais l'appeler les inhibiteurs de PARP, puisque c'est le nom de cette thérapie. C'est la première thérapie ciblée qui a été développée en clinique sur la base de ce concept de létalité synthétique. Donc c'est un peu une révolution dans le monde du cancer quand même. La première découverte, elle a été faite en 2005. La première observation en laboratoire de cette létalité synthétique. Et ça a conduit en 2014 à l'approbation du premier médicament pour les cancers de l'ovaire BRCA1 muté. Donc le principe est le même que celui que je vous ai présenté précédemment. On va utiliser donc les inhibiteurs de PARP pour cibler spécifiquement les cellules porteuses des mutations de BRCA1 ou 2. Parce que les cellules mutées pour BRCA1 ou 2, elles dépendent plus de la fonction de la protéine PARP1, parce que ce sont deux protéines qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Et donc lorsqu'on a une voie de réparation qui est impactée, la cellule va dépendre de manière plus importante dans la deuxième voie de réparation, qui est celle dans laquelle PARP1 est impliquée. Et donc ça, je vous montre les résultats de la première étude qui a montré la létalité synthétique entre PARP et BRCA1. Par ailleurs, c'est une étude qui a été faite dans le laboratoire dans lequel j'ai fait mon postdoc à Londres. Et donc vous pouvez voir ici en haut un exemple de ce qu'on appelle des tests clonogéniques. Donc en fait, on va faire pousser les cellules cancéreuses en 2 dimensions et on va mesurer leur capacité à former des colonies. Et donc vous voyez ici qu'on a traité des cellules normales et des cellules BRCA1 mutées avec un inhibiteur de PARP. Et vous voyez qu'on a une perte de viabilité spécifiquement dans les cellules BRCA1 mutées. Et à cela est associé des défauts chromosomiques très importants qui indiquent qu'on a une accumulation de dommages à l'ADN et que donc le médicament fonctionne, fait ce qu'on pense qu'il fait. Donc les inhibiteurs de PARP aujourd'hui, ils font partie du standard thérapeutique pour les cancers BRCA1 et 2 mutés, notamment dans le sein, l'ovaire, la prostate et le pancréas, et c'est en train d'arriver maintenant pour les cancers urothéliaux.
Donc vous voyez aussi, ça vous donne un peu le pas de temps de une découverte qui a été faite en 2005, un premier médicament qui a été développé en 2014-2015, et aujourd'hui, on en est encore à développer de nouvelles applications pour ce type de molécules. Donc pour les inhibiteurs de PARP, les mutations de BRCA1, on a identifié la cause, on connaît le biomarqueur, c'est BRCA1, mais on fait toujours face aux défis que sont les mécanismes de résistance, bien sûr, et aussi parfois les difficultés à activer le système immunitaire. Donc moi, mon travail s'est porté sur essayer de comprendre comment améliorer le traitement des cancers mutés pour BRCA1 et 2. Le premier exemple que je vais vous donner provient donc de mon travail de doctorat. Et dans ce travail-là, j'ai essayé de développer une approche combinatoire pour stimuler le système immunitaire avec les inhibiteurs de PARP dans les cancers BRCA mutés. Et en fait, j'ai découvert que lorsque on traitait les cellules BRCA1 mutées avec un inhibiteur de PARP, on avait effectivement une mort cellulaire, mais cette mort cellulaire, elle est un peu particulière dans le sens où c'est une mort qu'on va appeler immunogénique. Elle va, en fait, les cellules, en mourant, elles vont être capables d'émettre des signaux qui vont stimuler les cellules du système immunitaire. Et donc, j'ai étudié les mécanismes sous-jacents à ce phénotype. Et j'ai notamment découvert que dans les cellules BRCA1 mutées, lorsqu'on traitait les cellules avec un inhibiteur de PARP, vous voyez ici une cellule observée en microscopie avec un marqueur de l'ADN. Et vous voyez donc en vert foncé, c'est le noyau de la cellule, et en vert clair, on a le cytoplasme. Et donc, en temps normal, l'ADN est séquestré, entre guillemets, dans le noyau. Et ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'on traite les cellules par inhibiteur de PARP, on a un relargage d'ADN dans le cytoplasme. Et c'est ce relargage d'ADN qui va en fait activer l'immunité. Pourquoi ? Parce que je vais faire un parallèle avec les infections par des virus ou des bactéries. Lorsque nos cellules sont infectées par des virus ou des bactéries, vous savez que les virus et les bactéries sont faites d'ADN ou d'ARN. Et souvent, ils délivrent leur contenu génétique dans la cellule. Et donc, nos cellules, elles ont développé des mécanismes d'immunité intrinsèques capables de détecter cet ADN provenant de sources exogènes. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme qui a lieu ici, sauf qu'au lieu de détecter de l'ADN viral, la cellule va détecter son propre ADN. Et donc, on va être capable d'activer une signalisation immunitaire qui n'a lieu que dans les cellules cancéreuses et qui va conduire donc à une réponse immunitaire. Ça veut dire que les cellules cancéreuses vont relarguer des cytokines, des chimiokines, donc plein de molécules qui vont être capables d'activer le système immunitaire. Et lorsque, en plus, on vient avec une immunothérapie lever les freins du système immunitaire contre la tumeur, eh bien, on est capable d'attirer les cellules cancéreuses dans la tumeur et de favoriser la réponse à l'immunothérapie. Donc ce travail, il a conduit à un essai clinique qui a été mené à Gustave Roussy, en fait à 2 essais cliniques, mais je ne vous parle que d'un essai clinique ici. Cet essai clinique, il est donc à promotion Gustave Roussy, ça veut dire que c'est les médecins-chercheurs de Gustave Roussy qui l'ont développé, qui l'ont designé, et les boîtes pharmaceutiques qui fournissent la molécule ont juste été là pour apporter le financement à l'essai, mais n'ont pas été impliqués dans le design. Et donc cet essai clinique, il avait pour but de combiner un inhibiteur de PARP avec une immunothérapie
dans différents types de cancers. Donc c'est un essai qu'on appelle basket, parce que, comme un panier, on prend dans le panier différents types cancéreux et on ne sélectionne pas les patients sur leur type de cancer, mais on les sélectionne sur la présence de mutations qui vont être les biomarqueurs pour cet essai. Et ces mutations, ce sont des mutations qui sensibilisent aux inhibiteurs de PARP, parmi elles les mutations de BRCA1 et BRCA2. Et donc cet essai clinique, il a combiné l'inhibiteur de PARP et l'immunothérapie chez environ 130 patients. Les patients recevaient 3 semaines d'inhibiteur de PARP et ensuite la combinaison avec l'immunothérapie. Donc c'est un essai qui a débuté en 2019 et qui s'est terminé l'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est encore impliqué donc, dans cet essai clinique. On est capable d'étudier les réponses des patients au traitement. Ce que je vais illustrer avec cette slide, c'est un peu le cercle vertueux de la recherche en cancérologie et ce qu'on fait dans mon laboratoire. Donc la recherche scientifique, mon travail de thèse a permis de développer cet essai clinique où on va vraiment traiter des patients avec les molécules et on est très heureux que certains patients ont pu bénéficier des traitements. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que à partir des tumeurs des patients qu'on a pu collecter, on va pouvoir faire du séquençage et identifier les mutations, l'expression génique qui va être impliquée dans la réponse ou l'absence de réponse au traitement. Et ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle une recherche translationnelle qui nous permet de mieux comprendre, déjà de vérifier nos résultats, les résultats qu'on a développés in vitro, et ensuite de générer des hypothèses sur eh bien, les mécanismes de sensibilité et de résistance au traitement. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Deuxième exemple, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc là, c'est plutôt l'objet de mon travail de postdoctorat, donc ce que je suis en train de développer aujourd'hui, le projet sur lequel je travaille depuis 3 ans. Et donc là, je me suis intéressé donc, à une nouvelle manière de cibler les mutations de BRCA1 et 2. Et c'est une étude qui est partie en fait d'un résultat auquel je ne m'attendais pas. Et ce résultat, il a identifié en fait une protéine, ADAR1, c'est son nom, qui, lorsqu'on l'inhibe, tue spécifiquement les cellules cancéreuses porteuses d'une mutation de BRCA1 ou 2. Donc là, je vous montre un exemple de résultat. J'ai inhibé ici le gène ADAR1 de manière de plus en plus, avec une dose réponse, donc de plus en plus importante. Et vous pouvez voir qu'on a une mort cellulaire spécifique de la lignée BRCA1 mutée, alors que la lignée BRCA1 sauvage, donc qui n'a pas la mutation normale, n'est pas affectée par la perte de ce gène. J'ai aussi étudié ce mécanisme in vivo chez le poisson zèbre. Donc c'est un modèle d'embryon de poisson zèbre qui est assez utilisé en cancérologie. Et donc j'ai pu montrer que lorsqu'on inhibait à la fois BRCA1 ou 2 et ADAR1 dans des embryons de poissons zèbres, eh bien, on a une mort très importante des embryons, alors que lorsqu'on inhibe que l'un ou l'autre des deux gènes, on n'a pas ou peu d'effet sur la viabilité. Donc ça vous rappelle certainement quelque chose. On est tout à fait dans le cas d'une létalité synthétique entre BRCA1 et ADAR1. Donc mon travail depuis 3 ans, ça a été de caractériser cette nouvelle létalité synthétique et d'essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents.
j'ai donc montré, c'est encore un travail qui est en cours, donc c'est des pistes, c'est des hypothèses et des résultats préliminaires, mais on s'oriente vers un mécanisme qui implique deux aspects importants de la cellule cancéreuse. Donc lorsque j'inhibe la fonction d'ADAR1, je tue spécifiquement les cellules BRCA1, et la manière dont ces cellules meurent, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que ces cellules, elles accumulent un grand nombre de mutations. Et ça, j'ai pu le mesurer, par exemple, ici, avec un test d'immunofluorescence où je vais détecter la formation de dommages à l'ADN qui va se manifester par la formation de petits points dans le noyau. Et vous pouvez voir ici que lorsque j'inhibe ADAR1, eh bien, les petits points s'accumulent spécifiquement dans les cellules BRCA1 mutées et pas dans les cellules BRCA1 sauvages ou normales. Et de manière très importante, ces cellules, elles activent aussi l'immunité. Et ce que j'ai montré, c'est que si on empêche la cellule d'activer cette réponse immunitaire, ce que j'ai fait ici dans cette expérience, où j'ai utilisé une molécule qui bloque la réponse immunitaire, eh bien j'ai ce qu'on appelle une rescue du phénotype, c'est-à-dire une absence de létalité synthétique. Et donc ça montre que la réponse immunitaire liée à la perte d'ADAR1 dans les cellules BRCA1 et 2 mutées, elle est essentielle au phénotype. Donc, en termes d'application clinique, on a déposé un brevet sur cette létalité synthétique. Ce brevet, il nous permet d'approcher un peu plus sereinement les entreprises pharmaceutiques qui sont en train de développer une molécule pour cibler ADAR1. Et donc, on est actuellement en négociation pour avoir accès à des petites molécules qui soient capables de cibler spécifiquement ADAR1, parce que ça, c'est un autre métier. Nous, on est biologistes, on n'est pas chimistes. Et on a besoin du support des industries pharmaceutiques pour continuer nos études et peut-être un jour arriver à développer ces inhibiteurs chez des patients. Donc en conclusion, je voudrais mettre en perspective l'ambition que porte mon institution Gustave Roussy de guérir le cancer au XXIe siècle. Je ne vais pas répondre à la question. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant guéri du cancer. Et c'est peut-être, et c'est sûrement grâce à la recherche, qui a nettement permis d'élargir l'arsenal thérapeutique et donc de développer des stratégies de traitement qui soient toujours plus efficaces. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut aussi piocher, entre guillemets, dans l'arsenal et développer des combinaisons thérapeutiques qui vont être encore plus efficaces que les traitements utilisés individuellement. Donc évidemment, tout ce travail, il ne se fait pas seul, et pour que la recherche soit aussi productive et efficace que possible, eh bien, on dépend de manière essentielle de l'implication forte de l'ensemble des parties prenantes, donc les chercheurs bien sûr, mais aussi les patients et les soignants. Les industriels qui vont être capables de développer des molécules et de financer les essais cliniques, et de manière essentielle, tous les financeurs avec le soutien de la société civile. Et donc notre mission, ma mission en tant que chercheur, c'est vraiment d'accélérer le transfert des connaissances vers la clinique, toujours pour le bénéfice des patients. Voilà. Donc je voudrais finir par remercier l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu dans mon parcours. Donc mes directeurs de thèse, Sophie Postelvinet, avec qui j'ai le plaisir de travailler encore aujourd'hui après 10 ans, Jean-Charles Soria et Aurélien Marabel. Également Chris Lord, qui a été
hyper important dans mon parcours, qui était mon chef de postdoc à Londres, et Philippe Passero, qui est un collaborateur de longue date qui travaille à l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Toute mon équipe, bien sûr, qui est dirigée, comme je l'ai dit, par Sophie Postelvinet, qui est une médecin-chercheur absolument brillante et extrêmement humaine. Donc c'est un plaisir de travailler avec elle au quotidien. Mes collaborateurs en France et à l'étranger, et de manière cruciale, tous les financeurs, puisque sans leur soutien, on ne serait pas capable de faire ce genre de recherche aujourd'hui. Je vais terminer par une petite slide de soutien. Si vous souhaitez faire un don à Gustave Roussy, sachez que c'est possible. Vous pouvez simplement aller sur le site internet, donc je vous ai mis le lien ici, onglet Nous soutenir, ou directement cliquer sur Je fais un don, et ensuite vous pouvez vous laisser guider. Voilà, c'est très important et ça nous soutiendra tous énormément. Merci de votre attention. Je peux répondre à quelques questions si vous en avez. Oui. D'abord, bravo pour cet exposé qui était remarquablement clair. C'est pas facile à exposer. J'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a des tas de choses. C'est pas du tout la discipline, mais franchement, bravo. C'est très bien. Alors, j'ai vu que dans le financement de l'essai clinique, j'imagine que ça représente des sommes assez considérables. Oui. Donc, c'est l'industrie pharmaceutique essentiellement qui finance. J'ai pas compris le statut de l'Institut Gustave Roussy. C'est l'Institut des financements publics. Oui. C'est le ministère de la Recherche. En fait, c'est un institut privé, mais d'utilité publique. D'accord. Ok. Donc, j'imagine que quand l'industrie pharmaceutique investit dans ce genre de recherche, ils attendent en retour, évidemment, quelque chose pour financièrement parler. Donc, Ouais. quand vous déposez des brevets, quelle est votre protection à vous en tant que chercheur qui avez fait une découverte à un instant donné? Ouais, ben, en fait, si vous voulez, là, le brevet qu'on a déposé, c'est un peu un brevet sur un concept, puisqu'il n'y a pas de molécule qui est associée. Ça veut dire que s'il y a demain une boîte pharma qui développe un inhibiteur et qui montre cette létalité synthétique utilisée avec l'inhibiteur, je pense qu'elle est obligée de citer notre brevet. Et donc, on va d'une certaine manière être associé ensuite aux gains, aux bénéfices qui vont être associés à ça. En tout cas, dans le cadre des inhibiteurs de PARP, je peux en parler parce que je connais un petit peu le labo qu'il a développé. L'Institute of Cancer Research, il reçoit effectivement des royalties et des bénéfices du fait des brevets qui ont été déposés il y a 10 ans sur les molécules qui sont aujourd'hui en clinique. Il n'y a pas d'autres questions? C'est-à-dire qu'on est des néophytes. Bien sûr, mais je rejoins la remarque de Jacques Malavieille. C'était très pédagogique, c'était magnifique. Et en plus, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette salle, vous avez respecté le timing. Tant mieux. Bien, alors est-ce que... Non, il n'y a personne. Ah, bah, Régine, j'aperçois Régine. Madame le maire. Et tu veux... Viens au moins, viens ici. Tu veux pas t'avancer? Non. Bon, bref, vous avez compris qu'il méritait largement le 14e de gars. Hein? Oui. Alors effectivement, comme vous l'avez vu là, sur sa dernière coupole, là, il n'est pas médecin, mais il est chercheur et il a mis sa vocation de chercheur au service de la recherche scientifique médicale. Et vous avez compris que l'évolution et le combat contre le cancer se fait bien sûr par les médecins, mais aussi d'abord par les chercheurs. Et puis autour, il y a les financiers, les laboratoires, l'industrie pharmaceutique, etc. Et alors, la Société des Lettres, dans cette affaire-là, qu'a-t-elle à faire? Elle a à dire aux Lozériens que dans ses rangs, il y a des gens brillants et qui sont au service des autres.
Et nous avons mis cette exposition qu'on a depuis 5 ans et qu'on sort rarement sur les liens de la Lozère et de la médecine à travers 7 siècles. On n'a pas tout mis parce qu'il y a 25 panneaux, on en a mis 14, je crois. Et sur ces 7 siècles, depuis Guy de Chauliac au XIIIe siècle, qui a été le chirurgien de plusieurs papes, dont Urbain V, jusqu'au professeur Bringer, qui a été le dernier doyen lozérien de la faculté de médecine de Montpellier, l'histoire de la médecine et de la Lozère est très riche. Alors il y a une explication à cela, c'est que les grandes universités médicales en Europe sont Paris, Bologne et Montpellier. Et de fait, beaucoup de praticiens lozériens sont passés par la faculté de médecine de Montpellier et ont ensuite été les médecins des rois et ont apporté beaucoup d'avancées technologiques. Et vous n'aurez pas le temps de lire tous ces panneaux aujourd'hui, mais effectivement, c'est très édifiant. Et j'aperçois le docteur Carbonel, là, qui a participé avec moi et quelques autres, et à M. Mazot, et Daniel Castagnier, qui n'est pas là aujourd'hui, et le docteur Graville. On a fait ça à 5. Et quand on faisait un peu l'itinéraire, les jalons qu'il fallait ne pas oublier entre les lozériens et la médecine, le docteur Carbonel, qui a fait pas mal d'anesthésie dans sa vie, évidemment, me dit « Mais vous ne parlez pas de Marsay ?» Je ne savais pas qui était Marsay. Et alors, il me dit « Mais Marsay, chirurgien mandois, 1846, a été le premier en France à anesthésier à l'éther. Très près d'ici, puisque on est entre le musée et l'ancien hôpital de Mende, là, la maison consulaire. Et donc cette première anesthésie a eu lieu dans ce qui est aujourd'hui la résidence Piancourt. Et il était assisté du docteur Barbeau, autre mandois, de 2 membres de la Société des Lettres, et ils ont fait la première anesthésie à l'éther général, avant que bientôt on passe au chloroforme. Alors, je donne cet élément parce que je vois le docteur Carbonel en face de moi, et c'est lui qui me l'avait rappelé à l'époque. Mais des éléments comme ça entre la médecine et la Lozère, ils sont très nombreux. Alors, vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes chercheur en sciences médicales, et vous êtes un peu le jalon de cette longue histoire, et on tenait à le souligner. Là, je vois qu'il y a Chaptal, là, qui est le fondateur de la Société des Lettres il y a 205 ans, qui était médecin, mais il a été médecin à 20 ans à la faculté de médecine comme les médecins de cette époque. Son oncle était déjà médecin et doyen de la faculté de Montpellier. Et Chaptal, en fait, a très vite abandonné la médecine et il est devenu chimiste, un chimiste intemporel, et qui a mis sa science au service de beaucoup de disciplines et au passage de la chaptalisation, donc de l'agriculture. Mais si, autre temps, autre connaissance, si Chaptal, c'était il y a 260 ans, si Chaptal était aujourd'hui là, eh bien, il serait certainement ingénieur biochimiste. Voilà. Donc, vous êtes, sans faire de raccourci ni de caricature, vous êtes, pour les Lozériens, le descendant de Chaptal. J'aperçois le président du conseil départemental, je ne l'avais pas vu. Alors, donc, maintenant, on va procéder à la remise de votre degas, que Jean va... Voilà. Si Madame le maire demande, ou Monsieur le président du département veut dire un mot, avant ou après la remise du prix par le professeur Yaniv. Alors, je ne sais pas qui connaît qui. On ne se connaît pas. Moi aussi. Bonjour. Donc, comme dit, monsieur le professeur? Non. Monsieur Chabanon, ou docteur. Docteur. Voilà. Ah ben tiens, j'en ai plus besoin, moi. Tu veux dire un mot? Ben, je parle fort. Avec le micro, c'est mieux? Avec le micro, c'est mieux. Puis il n'y a rien à faire. Il y a à le tenir. Ok, comme ça, là, c'est bon? Vous m'entendez? Bon. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette aimable invitation. Je voulais saluer le travail qui est fait par la Société des Arts et Lettres de la Lozère, comme le disait
Jean-Marc Chevalier, donc son actuel président avec tous ses membres depuis 205 ans. Alors, ce que j'avais appris, moi, de la Société des Lettres, c'est qu'elle était née pour les questions plutôt agricoles, et qu'au fil du temps, elle s'est transformée pour devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit bien l'affluence nombreuse qui est présente à chacun des travaux qui sont présentés. Donc, particulièrement enchanté de faire votre connaissance, docteur, aujourd'hui, et d'avoir participé. Alors, je m'excuse d'avoir été en retard, mais on ne m'avait pas donné le bon horaire. C'est la faute à personne. Mais ce que je voulais dire, sur le ton de l'humour, si vous me permettez, c'est que à vous écouter, on pourrait être tous ce soir chercheurs facilement, puisque c'est relativement aisé, enfin, c'est facile à comprendre finalement, votre parcours, vos démarches, et donc parce que vous le vulgarisez très très bien. Et c'est tout le don, tout le talent justement des gens qui sont doués de savoir vulgariser ce qu'ils font comme travaux, qui sont sûrement extrêmement complexes. Et donc, moi je suis très très heureux d'être là ce soir, bien évidemment, de remettre ce prix à un mandois, si j'ai bien compris. Donc c'est une belle chose. Et non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des talents. Alors Jean-Marc Chevalier l'a très bien souligné. En Lozère, depuis des siècles, il y a des gens qui s'investissent. Mais on a des talents aussi en Lozère parce qu'on a une qualité de vie, une qualité d'éducation qui font que nos enfants réussissent plutôt bien à l'école. Et donc, quand ils réussissent bien la maternelle et le primaire, moi, comme disaient toujours les instituteurs de mes enfants, derrière, généralement, ça déroule de la bonne scolarité et des études supérieures qui, comme vous le montrez, faites de la réussite. Ça, c'est le premier élément. Alors, pourquoi on réussit bien en Lozère? Parce que je pense qu'il y a 3 facteurs qui sont importants. Les parents, qui s'occupent de leurs enfants. Ils sont là. Les enseignants qui s'investissent au quotidien, ici sur le département, bien évidemment. Et puis aussi le fait qu'on a un maillage d'écoles dans le département, de collèges, qui reste accessible. Et il y a un bon maillage sur le département. Donc, ce qui fait qu'il y a des classes avec des petits effectifs. Et donc, chaque enseignant a sûrement beaucoup plus de temps à consacrer à chacun des enfants, et donc ça permet la réussite, quoi. Ça permet de dérouler de la bonne scolarité. Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les Lozériens, Jean-Marc l'a aussi souligné, mais les Lozériens sont généreux. On participe beaucoup, alors je sais que vous avez justement, mais vous avez bien fait de mettre en avant le centre donc, Gustave Roussy pour essayer de collecter des dons, mais il y a tout au long de l'année, ici, régulièrement, des associations, des gens qui s'impliquent pour effectivement collecter au profit de centres de cancéro principalement. Alors souvent, ça va sur Montpellier, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites. Si je dois en prendre une, mais je ne veux pas faire de jaloux, une, c'est les motards solidaires, qui chaque printemps font une tournée de la Lozère en vendant des roses que leur offre souvent la mairie de Mende, d'ailleurs. Mais voilà, aux différentes mairies du département. Et donc, voilà, c'est une des actions, et c'est toujours plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont collectés. Voilà. Et au-delà, bien évidemment, les gens à titre personnel qui font des dons au centre cancérologie. Voilà. Donc, les Lozériens sont attachés, bien évidemment, à leur santé. Moi, j'aurais eu 2 questions à vous poser, mais peut-être vous pourrez tout à l'heure y répondre. C'était, premièrement, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cancers maintenant que dans le passé, ou est-ce qu'on les découvre plus facilement maintenant que dans le passé? Voilà. Et donc, voilà, les Lozériens sont solidaires. Je voulais dire qu'on vivait quand même dans un pays qui est fantastique, qui est formidable, puisqu'un jeune Lozérien mandois a pu aller faire des études supérieures, y compris à l'étranger, voilà, se former, accompagner des travaux et tout. Et ben, ça, c'est la France quand même. Donc, je voulais terminer par ce propos. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez également mon retard.
Mais il y a chacun a des obligations, mais je ne suis pas pardonnable d'être arrivé en retard et d'avoir manqué une partie de cet exposé qui était, comme vous l'avez dit, clair, mais quand même compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Donc moi, je connaissais monsieur et madame Chabanon. Madame Chabanon, j'ai travaillé longtemps on a travaillé longtemps ensemble, mais je n'avais pas l'honneur de connaître monsieur Chabanon fils. Maintenant, donc, c'est fait. Et je veux vous féliciter pour votre parcours. Quand M. Sio parle des parents et des enseignants, mais vous aviez la chance, vous, d'avoir des parents et enseignants à la maison. Donc, c'est peut-être comme ça que ça vous a permis aussi d'aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, d'être là pour continuer la recherche. Comme vous l'avez dit, vous êtes des chercheurs. Et donc, ça va permettre demain une ouverture sur des thérapies qui aujourd'hui ne sont pas connues et faire en sorte que ce mal qui malheureusement rentre dans toutes les familles ou presque soit combattu pour arriver à des guérisons et des guérisons plus importantes encore demain qu'aujourd'hui. En tous les cas, félicitations pour cette conférence. Merci à la Société des Lettres pour son invitation et puis pour dire la hauteur de la remise qui va être faite ce soir pour ce Degas qui, aujourd'hui récompense tout à fait, en plus, un jeune homme mandois, chercheur, tout pour lui permettre de continuer. Merci infiniment. Vous voulez votre papier? Non, non, ça va. Je suis honoré et fier d'être présent aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié votre exposé. C'est lui qui a le plus compris. Effectivement, on a travaillé sur certains complexes, certains gènes. Et on a pas mal de collègues et amis communs. Je suis dans la recherche depuis 60 ans, donc j'ai suivi toute cette épopée des découvertes des oncogènes, des anti-oncogènes, depuis les découvertes des SARC par un postdoc français, Dominique Stellan, chez Bischoff et Warmus à San Francisco. La découverte des gènes suppresseurs de tumeurs, le développement de thérapies ciblées, et malheureusement les cancers de façon un peu viciée, ils deviennent résistants aux molécules. Le meilleur exemple, c'est Glivec, où après 3 ou 4 ans de traitement, ils deviennent résistants. Les chercheurs essaient d'améliorer les inhibiteurs. Et effectivement, comme vous dites, il y a un progrès dans le traitement des cancers. Dans ma famille, ma sœur est morte d'un cancer de ovaire, probablement BRCA1 négatif, et probablement il aurait pu bénéficier de nouveaux traitements qui étaient développés depuis 15 ans. Donc, vous êtes le futur, moi je suis un peu le passé dans ces recherches. Donc, je suis fier et heureux de vous soumettre les dégâts de la Société des Arts, Sciences et Lettres de la Lozère. Et je vous souhaite une bonne continuation à IGR, que je connais très bien, même avant la construction de nouveaux hôpitaux et de nouveaux labos. Et je sais que vous allez développer un nouveau bâtiment de recherche. Et j'espère que vous allez avoir une bonne équipe de recherche et réussir dans vos buts d'améliorer le traitement des cancers. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va le faire devant le panneau. Oui.
ici, quand même. On en fera avec ça, avec les parents, enfin, c'est comme dans les mariages. Là. Bien. Oui, parce que Madame Rouvière est un peu moins célèbre que son époux. Ah bon? Mais c'est quand même international. Encore moi. Elle devait être en lycée pendant que moi j'ai dit. Elle était en C. Attendez. Voilà. Enfin, Madame Yanniv, née Rouvière, boucherie Rouvière, Mende. Mais si, c'est la fille de... Ah non, mais pas Josette. Bon, si vous voulez faire une photo avec votre fils. Après, je connais pas le reste de la famille. Alors Ah, les grands-parents, formidables. Les grands-parents. Reste là, Romain. Madame Chabanon. Oui, mettez-vous tous les 5. Oui, dernière. Merci beaucoup. Voilà.